Bonjour à tous, bienvenue en tous les cas à cette présentation aux 300, je crois qu'on a un peu plus de 300 participants aujourd'hui pour participer à ce webinaire en fait sur l'hypnose relationnelle, comment réhumaniser le soin, gérer la douleur et accompagner les personnes vulnérables. Je me présente rapidement, mais je suis Stéphane Valli, je suis infirmier, expert hypnose en chaque type formation. Je pratique l'hypnose, que ce soit en cabinet auprès de mes patients ou de manière individuelle. Et donc, je participe avec Active pour vous présenter donc cette formation. Voilà, et donc on a la possibilité effectivement de réaliser cette formation sur le site de la Grande Motte ou à Montpellier, ou bien alors en collectif pour vos équipes de soins dans vos établissements. Ça, c'est la première chose. Une chose importante en préambule du départ de la formation, c'est les aspects un petit peu techniques. Et donc, du coup, vous avez la possibilité, tout au long de cette formation, de cette information webinaire, de participer via le chat. Mais je vois qu'il y en a quand même déjà pas mal qui se sont présentés. Donc, bonjour à tous, effectivement. Donc, de participer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite de la slide, en fait, de la présentation du webinaire. Et questions auxquelles je répondrai donc dans un deuxième temps de cette présentation. L'autre point important, c'est que nous allons réaliser donc du coup une petite expérience hypnotique commune, donc ensemble, tous ensemble vers la fin de la présentation, de la première partie de la présentation en tous les cas. Donc pour tester un petit peu ce qu'est l'hypnose, que chacun puisse ressentir un petit peu les bénéfices de cette séance-là et voir un petit peu ce qui se passe dans cet état modifié de conscience. Alors, il y a quand même un point important qui est à définir au préambule de la présentation, c'est que déjà, l'hypnose, vous en faites tous. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dans votre journée où vous êtes dans cette situation un petit peu d'état modifié de conscience. Je vais vous prendre un exemple tout simple, hein, qui va être déjà, ça vous a tous vous arriver, de vous retrouver en voiture, par exemple, et d'aller d'un point A à un point B, et de vous apercevoir que vous êtes arrivé à ce fameux point B, et puis vous ne savez pas trop vraiment par où vous êtes passé, vous savez que vous avez fait attention, bien évidemment, notamment à passer les vitesses comme il faut, etc. Mais vous étiez peut-être absorbé, en tous les cas, par une autre chose, qui peut être, par exemple, la musique, la radio, peut-être dans vos pensées, tout simplement. Et pour autant, le voyage s'est passé de manière très rapide. C'est ce que l'on appelle en fait une distorsion du temps quand on est dans cette situation, dans cet état modifié de conscience. Donc vous voyez tout à fait que c'est un état naturel. Il y a un autre point, par exemple, sur cette situation un petit peu hypnotique, comment est-ce qu'on la vit, qui peut être, par exemple, que vous êtes au restaurant, confortablement installé, etc., et à la table à côté de vous, vous avez un couple, et une des personnes de ce couple à côté de vous commence à prendre un citron givré en dessert, par exemple. Et vous le voyez absorber et croquer, notamment dans ce citron, et vous allez vous mettre à ressentir, et vous allez vous mettre à énacter. Énacter veut dire simplement que vous allez ressentir dans votre corps cette sensation un petit peu d'acidité vous-même. Alors, vous n'avez pas de citron dans la bouche, ni même sur votre table, mais pour autant, le fait d'observer quelqu'un qui va croquer dans un citron, vous allez vous approprier les mêmes sensations corporelles. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, alors, ça peut être très intéressant si c'est un côté positif, quelque chose d'agréable. En revanche, ça peut être moins intéressant si effectivement c'est quelque chose de négatif que vous risquez de vous approprier. Donc on va voir tout au cours de cette présentation comment est-ce qu'on peut travailler tout cela. Il y a une troisième chose, il y a un troisième exemple qui vont vous prouver que vous faites bien de l'hypnose de manière quotidienne en tous les cas. C'est par exemple, là tout de suite, si je dis à l'ensemble des 312 participants présents aujourd'hui, de vous dire par exemple, surtout, et j'insiste là-dessus bien évidemment, surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. La première chose qui est arrivée dans votre cerveau à un moment donné, c'est de se dire, tiens, j'ai l'image de l'éléphant rose. Bon, monsieur Valli, bien sûr, j'ai bien compris, il ne va pas m'avoir, je vais mettre en place des stratégies pour effacer rapidement cette image-là. Quoi qu'il en soit, il est arrivé à un moment que vous ayez dans cette image d'éléphant rose qui apparaissent rapidement dans votre cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que selon la manière dont vous allez parler à vos résidents, à vos personnes vulnérables, à votre entourage, etc., forcément, il va y avoir une information qui va passer et qui peut être parfois délétère pour ces personnes-là, pour vous-même d'ailleurs. Je veux dire par là, moi ça m'arrive très souvent, donc je suis infirmier libéral, comme je vous ai dit, et il m'arrive très souvent de discuter avec des patients et avant que je pratique l'hypnose, je faisais ça, c'est-à-dire que je disais, par exemple, patient, ouais, surtout n'ayez pas peur, ça ne fait pas mal, ne vous inquiétez pas, etc. La personne, quand j'allais la rencontrer, était elle-même déjà dissociée, c'est-à-dire qu'elle était déjà très focalisée sur le fait de se dire, mince, l'infirmier va venir, il va me faire un geste, une prise de sang,
un geste technique un petit peu difficile, et donc elle était déjà dans cet état modifié de conscience. Ce qui veut dire, en clair, que quand je lui disais, allez, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal, ça pique, mais ça fait pas mal, etc., n'ayez pas peur. Forcément, les seuls mots-clés que cette personne retenait, c'était de se dire à un moment, ça fait mal, ça pique, et je m'inquiète. Je reste focalisé là-dessus. J'ai des raisons d'avoir mal, j'ai des raisons de m'inquiéter, parce que ça pique et ça fait mal. Voilà, donc c'est un petit peu au sein des 3 jours de formation que l'on va développer ensemble, c'est vraiment cette idée-là de modifier aussi ce discours hypnotique. Donc, la présentation de la formation telle qu'on la présente avec Active Formation, donc les objectifs, c'est déjà de savoir comment est-ce que l'hypnose peut optimiser votre qualité relationnelle et ainsi donc pouvoir réintroduire du lien auprès des personnes donc qui sont peu communicantes. Donc, on verra effectivement l'aspect communication, qu'est-ce qu'on entend par personne peu communicante, etc. Et l'idée qui est intéressante dans tous les cas pour moi en tant que formateur, c'est de bien sûr faire remonter tous vos cas concrets. C'est-à-dire que moi, j'ai une expérience de terrain du métier d'infirmier libéral, mais pour avoir fait quelques formations avec Active Formation, bien sûr, l'idée, c'est aussi de se dire, qu'est-ce que vous avez du terrain, qu'est-ce qui vous pose problème pour pouvoir en discuter ensemble. Voilà, donc ça, c'est la première chose, donc réintroduire du lien auprès des personnes peu communicantes. Ensuite, ça va être aussi donc de savoir comment l'hypnose peut favoriser le mieux-être au travail des soignants, bien sûr, et des professionnels de l'accompagnement. Ça, c'est le deuxième point important de la formation, que je vais vous développer juste après. Ensuite, on regardera comment l'hypnose peut agir comme une approche non médicamenteuse à la douleur. Je vous expliquerai comment on travaille en hypnonagésie, notamment. Et enfin, l'hypnose comme outil de coopération avec la personne accompagnée pour apaiser et faciliter la relation dans le soin. C'est notamment l'exemple type de vos personnes vulnérables que vous pouvez accompagner lors d'un rendez-vous, par exemple, chez le dentiste. Et pour lequel il y a des fois des questions, des interrogations voilà, qui peuvent effectivement amener à bloquer la situation. Parfait. Hop là. Donc, du coup, hop, je vous passe la slide différente. Hop. Et j'en suis juste là. Excusez-moi, juste un petit côté technique. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend donc pour faire effectivement de l'hypnose? Je vous ai parlé précédemment en préambule de cette présentation, donc l'utilisation de vocabulaire adapté, donc le langage positif, donc le cerveau n'entendant pas la négation, on va effectivement switcher et donc se dire, voilà, de quelle manière est-ce que je peux parler maintenant à ma personne résidente, aux résidents, pardon, aux personnes vulnérables, etc. De quelle manière est-ce que je peux m'exprimer afin que cette personne puisse comprendre qu'effectivement, j'entends le côté positif de l'argumentation, en clair. Ça veut dire, par exemple, on peut exprimer du style « soyez rassurés, le soin va se faire différemment que d'habitude, etc. » Il y a tout un tas d'exercices à réaliser en ce sens, et ce qu'on va apprendre en formation, de savoir comment est-ce qu'on switch le côté langage négatif pour favoriser un langage positif. Ensuite, il va y avoir la mise en place de la communication hypnotique, l'importance du langage non verbal et des signes du corps. C'est principalement la manière dont vous allez vous adapter à l'expérience, c'est-à-dire que vous allez faire un genre de mirroring avec le patient, c'est de la technique de programmation neuro-linguistique pure, savoir comment est-ce que je me mets en mirroring avec mon patient pour pouvoir d'abord entrer en communication avec lui et ensuite me réapproprier en fait la main, prendre la main et donner en fait pouvoir permettre au patient de rentrer dans une autre communication. Là, ça paraît peut-être un peu flou tout de suite comme ça, mais si vous voulez, en formation, on fait beaucoup d'exercices en ce sens, de savoir effectivement comment je me situe, ma position physique, et aussi par le langage, bien sûr, mais ma position physique principalement pour pouvoir rentrer en communication avec le patient. Il va y avoir bien évidemment la connaissance de l'hypnose conversationnelle. Alors, cette hypnose conversationnelle, c'est une hypnose que vous pratiquez tous, tout au long de la journée. Je vais prendre un exemple qui m'est personnel, mais ça va être, j'imagine, vous allez pouvoir faire des liens avec vos expériences type. Ça va être, par exemple, de la manière dont moi, je vais arriver chez un patient pour faire un pansement lourd et complexe, par exemple, et je sais que c'est un geste qui va être douloureux. Donc, de suite, d'entrée de jeu, je vais commencer à m'installer, etc., bien évidemment, et je vais lui proposer d'aller ailleurs. Du style, par exemple, tiens, super, et aujourd'hui, alors je vois que votre femme est en train de cuisiner, qu'est-ce qu'elle vous prépare de bon, etc., pendant que je réalise le soin pour favoriser, effectivement, cette dissociation de telle sorte que le patient puisse se projeter ailleurs que dans le soin qui va être effectivement douloureux. Donc ça, j'imagine que vous le faites tous. Bonjour, madame Tel, comment ça va? Est-ce que vous avez reçu vos petits-enfants? Comment ça s'est passé, etc. Vous voyez, c'est cette expérience-là qu'on va... Alors, ça, je vous le dis comme ça, bien évidemment. Mais bien sûr, dans la formation, l'idée, c'est de pouvoir amplifier, notamment par le système du VAGOG,
visuel, les différents canaux, hein, visuel, auditif, gustatif et kinesthésique, de telle sorte que le patient, enfin le résident en tous les cas, puisse effectivement se sentir ailleurs et approfondi. Et enfin, on verra comment on utilise effectivement cet outil qui s'appelle la Safe Place, le lieu de sécurité, parce que l'hypnose, en fait, c'est un apprentissage. En clair, plus vous allez réitérer les expériences hypnotiques, plus facilement le patient, la personne vulnérable ou le résident va se retrouver dans cette situation d'état modifié de conscience encore plus facilement. D'accord? Et donc, l'idée, c'est de lui permettre effectivement de retrouver ce qu'on appelle une safe place, un lieu de sécurité dans lequel le patient pourra se retrouver très facilement au fur et à mesure des expériences. Donc, en fait, ça va être son lieu de sécurité. Ça peut être un doudou, ça peut être autre chose, hein, bien sûr, mais ça va être ce lieu de sécurité qui va lui permettre, en tous les cas, de pouvoir s'apaiser. L'hypnose relationnelle. Donc, l'hypnose relationnelle, je vais passer rapidement parce que je ne vais pas vous faire un historique sur l'hypnose là tout de suite, bien sûr, mais cette idée que effectivement, en Van Milton Erickson, on faisait de l'hypnose directive, ce que faisait Mesmer, que l'on a repris avec le deuxième Mesmer aujourd'hui pour les situations d'hypnose de spectacle, d'hypnose de saturation, et alors qu'aujourd'hui, on parle d'hypnose ericksonienne ou d'hypnose médicale, de telle sorte qu'on passe à une hypnose beaucoup plus permissive. Pourquoi permissive? Parce qu'en fait, plus on va faciliter la permissivité chez les patients, plus en fait on va lever les leviers qui vont lui permettre de lâcher prise. On va utiliser l'hypnose comme outil de communication, bien évidemment. La communication va être facilitée avec vos interlocuteurs. On va parler effectivement d'hypnose verbale, non verbale et paraverbale, donc les fameux neurones miroirs dont je parlais précédemment grâce à la PNL. La permissivité dans l'échange, plus on va être permissif, plus effectivement on va lever les résistances et donc le patient pourra se laisser aller davantage. On va travailler essentiellement en hypnose sur les ressources du patient, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous donner les solutions au patient, on va être juste les intermédiaires qui vont permettre, grâce à un protocole hypnotique que vous allez apprendre bien sûr pendant ces 3 jours, grâce à un protocole hypnotique bien clair, de permettre au patient d'accéder à ses propres ressources. L'exemple type, ce serait effectivement que le patient me décrive une douleur type un étau, d'accord? Et on va discuter soit en hypnose conversationnelle, soit en hypnose formelle, de telle sorte que je puisse dire à un moment, bah, tiens, vous imaginez que vous desserrez l'étau. Sauf que pour lui, desserrer l'étau, ce n'est pas possible parce que l'étau est grippé, etc. Donc voilà, il y a tout ce travail-là qui va se faire. Il faut que la ressource vienne du patient, la solution vienne vraiment du patient. Et enfin, on parlera de suggestion thérapeutique qui engendre le changement, ce qui veut dire en clair qu'on va proposer, on va faire des propositions si le patient ne connaît pas sa ressource de solution. Et donc, du coup, on va lui permettre d'activer différentes suggestions qu'il pourra éventuellement s'approprier. L'hypnose et mieux-être. Cette tâche-là d'hypnose et mieux-être est vraiment importante pour les professionnels de santé que vous êtes. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais prendre un exemple type, c'est l'exemple que je vois régulièrement. Je vais chez une patiente, par exemple, pour juste distribuer des médicaments. Et je sors de chez cette patiente, alors physiquement, je vous rassure, il n'y a rien de compliqué, sauf que je sors de chez cette patiente complètement éreintée, fatiguée, style, elle m'a pompé toute mon énergie parce que ça m'a crevé, en fait. Il n'y a rien qui va, etc. Et donc, l'idée pour moi, c'est de vous proposer, dans cette formation avec Actif, de vous proposer un apprentissage à l'auto-hypnose, de telle sorte que chaque fois que vous allez effectivement rentrer en relation avec quelqu'un avec qui c'est un peu compliqué parfois ou quoi que ce soit, que vous puissiez vous retrouver dans cette safe place dont je vous parlais précédemment. Donc, dans cette bulle, de telle sorte qu'en fait, vous puissiez vous ressentir mieux. Alors, on va travailler sur l'auto-hypnose, bien sûr, et on va essayer de construire, enfin, pas essayer, on va faire en sorte de construire ensemble des séances qui vous sont adaptées à titre personnel. Voilà. Alors, je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas que la formation est là pour traiter des problématiques personnelles, loin de là. Bon, d'ailleurs, on ne le fait pas parce que ça peut déclencher d'autres choses. Mais par contre, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut effectivement créer cette séance d'auto-hypnose de telle sorte que vous puissiez effectivement vous sentir mieux dans certaines situations un peu compliquées parfois. On va parler aussi pendant cette formation de 3 jours avec Actif donc de l'hypnose et de la douleur. Donc on définira les différents types de douleurs qui sont la douleur aiguë, la douleur chronique et la douleur procédurale. Et donc du coup on verra comment, dans quel contexte on peut effectivement proposer des choses pour les patients. En clair, comment est-ce qu'on peut réduire la douleur? Et on va parler dans ce cas-là de choséification, c'est-à-dire qu'on va transformer le discours du patient quand il va nous parler de la douleur, en chose, de telle sorte qu'on puisse ensuite la travailler. Je vous parlais tout à l'heure d'une douleur à type qui serre, etc. Et donc, on va lui permettre de dire à un moment, est-ce que ça ressemble à un étau? Quel type d'étau, etc. Voilà, on va travailler beaucoup là-dessus. Modifier la douleur, on va permettre à une douleur de se déplacer peut-être dans le corps, quitte à l'évacuer complètement. On va pouvoir effectivement la modifier, peut-être une forme, peut-être une couleur, autre chose. Voilà, tout ça, on va l'apprendre, bien sûr. On va utiliser bien évidemment les métaphores aussi. Alors oui, l'étau, certes, c'est une métaphore, mais il y a d'autres métaphores parce qu'on verra que la douleur
c'est une prise en charge physique et émotionnelle. Et donc, il va être important de savoir comment est-ce qu'on veut travailler cette douleur, comment on peut la travailler, comment surtout le patient souhaite la travailler. Et en fait, l'idée principale, bien sûr, c'est de rendre cette douleur beaucoup plus acceptable. Enfin, on parlera d'hypnose et de coopération dans le soin. C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué rapidement en préambule de l'exemple du webinaire, c'est-à-dire la manière dont on va effectivement permettre à un patient d'avoir un rendez-vous médical, par exemple, parce que ça m'est souvent revenu en formation. Les éducateurs, par exemple, quand ils accompagnent les patients pour un rendez-vous chez le dentiste, ils me disent c'est vraiment très compliqué, etc. Donc, on va savoir comment est-ce qu'on va le préparer en amont. Alors, il va falloir, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il va falloir faire une préparation. Et donc, du coup, la coopération dans le soin avec une fameuse alliance thérapeutique, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Attention, j'insiste sur le fait que l'hypnose n'est pas magique, ça veut dire qu'en clair, c'est pas je claque des doigts et tout est solutionné. C'est pas ça du tout. C'est, vous verrez, c'est très protocolisé, c'est un apprentissage particulier. Et donc, dans ce cadre-là, vous êtes en capacité ensuite de pouvoir réitérer ces expériences de telle sorte qu'on crée un objectif commun afin effectivement, par exemple, on va parler de douleur, que le patient qui a 10 en termes d'échelle d'évaluation de la douleur puisse se dire à un moment, bah, tiens, plutôt que je ne peux pas passer de 10 à 0, mais par contre, on crée ensemble une sensation plus agréable pour que ça devienne peut-être à 8 ou à 7. Hop là. N'hésitez pas hein, à poser vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui arrivent, etc. Marie-Hélène, qui est modératrice sur le chat, va vous permettre effectivement de me les synthétiser et que je puisse y répondre dans quelques minutes. Mais n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, parce que là, je parle un peu vite, parce qu'on a quand même que 45 minutes de présentation, et je vais vous faire quand même un exercice. Mais voilà. Autre chose, une pédagogie innovante utilisée lors de la formation. Alors, l'outil effectivement qu'on va proposer pendant ces 3 jours de formation, surtout sur la deuxième demi-journée, va être effectivement l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. En clair, je vous ai expliqué jusque-là que l'hypnose était cette idée qu'on peut se retrouver dans un autre environnement, avec effectivement un protocole particulier. Et parfois, pour vous aider à travailler ce discours hypnotique dans cet environnement particulier, on va utiliser le casque de réalité virtuelle qui va en fait vous permettre de vous retrouver à 360 degrés immergé dans un nouvel environnement. Et donc, l'apprentissage va se faire avec un discours hypnotique, on va voir bien sûr, voilà, que vous puissiez en fait utiliser votre propre discours à vous pour pouvoir effectivement le déployer pour d'autres. Ce n'est pas un discours que l'on apprend par cœur, mais c'est la manière dont vous allez vous approprier dans cet nouvel environnement un discours qui vous sera personnel et que vous allez ensuite pouvoir maîtriser pour vous adapter à chaque situation, à chaque patient, à chaque problématique. Voilà, alors attention, j'insiste qu'au bout de 3 jours de formation, vous n'êtes pas hypnothérapeute, mais par contre, au bout de ces 3 jours de formation, vous avez suffisamment d'outils pour pouvoir, en tous les cas, apporter du bien-être, du confort, solutionner quelques petites situations quand même parfois un peu compliquées chez vos résidents ou chez vos personnes vulnérables. En tous les cas, ça c'est tout à fait possible à l'issue des 3 jours, bien sûr. On développera dans cette séance effectivement de réalité virtuelle, le fameux VAGOG, le visuel, auditif, gustatif et kinesthésique et olfactif, et le vocabulaire positif. Et bien sûr, l'idée pour moi, c'est quand même de vous aider avec vos problématiques, entre guillemets, du terrain. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de revenir avec cette fameuse, des fameux cas concrets, parce que je vous disais qu'on ne parle pas vraiment de cas personnels, parce que parfois ça déclenche des choses et ce n'est pas le but de la formation, mais en revanche, de parler de vos cas concrets, ça en revanche, c'est quand même très intéressant. Voilà pour la présentation. Donc, je vais effectivement, si vous le permettez, pouvoir effectivement vous parler de fameux exercices hypnotiques. Alors, je vais peut-être passer en plein écran. Alors, je ne sais pas si je le redis quand même rapidement. Les supports de présentation, je vous ai parlé d'interaction avec le bouton en haut à gauche qui est effectivement les 3 petits points, mais vous avez tout à fait la possibilité de télécharger le support, c'est-à-dire les slides que vous avez vus jusque-là, dans l'onglet ressources qui se trouvera juste en bas. Moi, je ne le vois pas, mais je crois qu'il est juste en bas de votre écran, après les 3 petits points et les statistiques. Je crois que vous avez un onglet spécifique pour ça, avec le téléchargement donc, des slides. Je reviens parfois par contre à cet fameux exercice. Alors, vous allez tester, on va tester ensemble donc le fameux discours hypnotique et donc la sensation effectivement hypnotique. Je vais juste enlever ça, hop, que je puisse effectivement être avec vous par le même pied. Pardon, pas le même pied, non. Alors, pour faire cet exercice d'hypnose, je vous propose effectivement de vous installer d'abord confortablement sur votre fauteuil, enfin je ne sais pas où vous êtes situé, voilà, mais de vous installer confortablement. L'idée principalement, je vais essayer de me reculer un tout petit peu, de façon que vous puissiez bien voir, parce que moi je ne vais pas garder les mains comme ça, hein, je vais les poser sur les accoudoirs, mais l'idée c'est que vous puissiez mettre vos mains donc collées et d'avoir les index tendus.
OK, voilà, alors moi je vais le faire comme ceci, mais n'hésitez pas à prendre position comme cela vous va pour vous, de manière confortable. L'idée, c'est de relâcher effectivement. Alors je ne sais pas si tout le monde m'entend bien, je vais juste regarder s'il n'y a pas de souci avec le vocal en tous les cas. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement que vous puissiez voir vos 2 doigts et on va commencer tranquillement à faire cette expérience hypnotique ensemble. Donc, vous avez maintenant la possibilité d'observer l'espace qu'il y a entre votre index droit et votre index gauche. Juste observer l'espace. Parfois, vous pouvez juste porter votre attention sur vos index et observer déjà comment le second plan, juste en dessous, est flou. Remarquez peut-être pour certains comment il est tout à fait possible d'observer vos doigts qui se rapprochent tranquillement. Parfait. Laissez simplement faire les choses et observez peut-être aussi comment votre respiration devient plus calme, plus tranquille, plus posée que lorsque l'on s'est installé au tout début de ce webinaire. Peut-être est-il possible de reprendre une position dans votre fauteuil. Peut-être certains auront envie de fermer les yeux, juste pour ressentir plus à l'intérieur de vous des sensations personnelles. Très bien. Je vous propose maintenant de relâcher et d'imaginer face à vous des ballons d'une couleur particulière. Vos paupières peuvent être ouvertes ou fermées, c'est vous qui décidez. Des ballons du rouge, du bleu, du vert, des ballons de baudruche, légers, très légers. Vous avez la possibilité d'en prendre un et de le gonfler encore un petit peu plus. Parfait. Prenez le temps maintenant, de manière imaginaire, à l'accrocher à votre poignet droit ou votre poignet gauche. Et remarquez comment déjà il est possible de ressentir de la légèreté. Très bien. Pendant que ce travail s'effectue, toujours les yeux fermés ou ouverts, vous avez la possibilité maintenant d'imaginer face à vous un paysage. Cela peut être un paysage connu ou inconnu. Vous pouvez le créer ou juste faire revenir à votre mémoire des images, peut-être même quelques sons, des couleurs, des sensations de fraîcheur ou de chaleur sur votre visage, dans votre corps. Peut-être des rires, des sons. Prenez le temps simplement de remarquer comment vous vous situez dans cet environnement. Vous avez la possibilité de vous déplacer à votre rythme et de profiter de chaque instant. Parfait. Je vous laisse quelques secondes encore pour profiter de ce paysage, de ces couleurs. Et chaque fois que vous en aurez envie, vous aurez la possibilité de faire appel à votre mémoire pour faire revivre ce paysage, ce moment agréable. Très bien. Je vous propose maintenant de prendre une grande inspiration, de commencer par bouger votre nuque,
peut-être de bouger vos poignets, puis de décoller vos doigts et de vous étirer tranquillement à votre rythme. Parfait. Alors là, c'était une petite expérience hypnotique très rapide, hein, je ne vous cache pas, parce que normalement, on prend un petit peu plus de temps pour amplifier la suggestion et le moment, etc. Là, c'est juste pour commencer à connaître un petit peu les prémices de l'expérience. Mais du coup, il était important, en fait, de pouvoir tester un petit peu ce qui est effectivement l'expérience hypnotique. Et encore, je répète que c'est une expérience qui, effectivement, est un état naturel. J'imagine que pendant la formation, il y en a déjà quelques-uns qui sont partis rêver de manière imaginaire, évidemment. On pense à des choses, etc. Voilà, c'est cet élément-là qui, effectivement, est important à détecter. Et c'est dans cet état modifié de conscience que vous allez pouvoir, effectivement, en tant que thérapeute, bon, je ne parle pas de thérapeute là au bout de 3 jours de formation, mais en tous les cas, c'est dans ce moment-là d'état modifié de conscience qu'on va pouvoir introduire les fameuses suggestions hypnotiques. Voilà, donc en fait, le protocole va être effectivement de proposer une porte d'entrée pour favoriser l'émergence donc de cet état dissocié. Parce que la personne va être dissociée, on va permettre de suggérer des choses, et donc du coup d'aller chercher des ressources, soit de permettre au patient d'aller chercher des ressources, soit de lui proposer des ressources. Ensuite, on fait un ancrage, comme j'ai fait là par exemple sur, vous avez la possibilité de faire revenir à votre mémoire à n'importe quel moment cette idée-là, cette image-là, ce souvenir agréable, et ensuite donc de faire cette fameuse sortie de transe. Voilà, c'est très rapide, hein, je ne vous cache pas, sur un webinaire, je ne peux pas effectivement vous faire expérimenter tout ce qu'on peut faire, mais évidemment, tout cela sera travaillé au sein de la formation pendant les 3 jours donc, de cette formation. Je vous laisse donc me poser vos questions. Alors, je ne sais pas si effectivement, il y en a quelques-unes. Alors, je crois qu'il y en a beaucoup même. OK. Alors, je vois déjà une première question. Hop là, on me demande si effectivement tout le monde est hypnotisable. Est-ce que c'est quelque chose qui effectivement est une bonne question de toute façon, effectivement, puisque l'hypnotisabilité, alors pour répondre à la question précisément, oui, tout le monde est hypnotisable, effectivement. Je confirme qu'effectivement tout le monde est hypnotisable. Après, il y a ce qu'on appelle, excusez-moi, parce que je lis des questions en même temps, c'est pour ça que je suis un peu la dissocier. Vous voyez, je pars d'une question et j'essaie de voir un petit peu ce qu'il en est. Effectivement, tout le monde est hypnotisable et il y a différents degrés d'hypnotisabilité. En clair, on peut effectivement pratiquer l'hypnose chez beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, mais parfois pour rentrer en état modifié de conscience, ça va être plus ou moins compliqué selon si la personne est très résistante ou pas. On considère qu'il y a effectivement, on va dire, un quart de la population qui est très hypnotisable, 2 quarts qui seront effectivement moyennement hypnotisables, et un autre quart qui va être par contre très difficilement hypnotisable, mais chez qui on va pouvoir pratiquer malgré tout l'hypnose. Voilà. Hop. Ensuite, excusez-moi, je relis les questions. Alors, du coup, est-il possible de faire de l'hypnose si une personne ne le veut pas? Alors ça, c'est très intéressant. Effectivement, non. Si la personne ne veut pas faire de l'hypnose, on ne fait pas de l'hypnose contre la volonté de la personne, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que pour faire de l'hypnose, il faut que la personne adhère à l'envie de faire de l'hypnose. On est bien d'accord. Je vois dans mon cabinet parfois en parallèle, parce que je pratique l'hypnose, en fait, vous avez compris maintenant, soit en cabinet de manière formelle, donc je reçois et je prends 1 heure de laps de temps pour faire une séance d'hypnose, ou bien en fait, je pratique l'hypnose, ce qu'on appelle l'hypnose plutôt conversationnelle, auquel cas, au domicile des patients, quand je réalise un soin technique, par exemple, d'accord, ou que j'ai besoin d'avoir une information particulière, etc. Alors c'est vrai, c'est pas très éthique de dire ça comme ça, mais parfois il m'arrive de faire de l'hypnose conversationnelle et je ne dis pas aux patients que je vais faire de l'hypnose, parce que si vous voulez, c'est parfois un peu compliqué de dire à son patient, tiens, je vais faire de l'hypnose, etc., parce que ça va renvoyer des questions en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire la poule, il va me faire n'importe quoi, il va voler dans ma carte bleue ou je ne sais quoi. Donc, du coup, c'est un peu délicat. Bien sûr que si la personne ne souhaite pas faire de l'hypnose, elle ne fera pas contre sa volonté, ça c'est évident. Les personnes que vous voyez, par exemple, lors de spectacles de Mesmer, etc., ont été testées. Ce sont des personnes qui sont donc très hautement hypnotisables et à qui, effectivement, on va pouvoir faire des suggestions. Faites la poule, levez le bras droit, faites le bras gauche, etc. Et donc, vont jouer le jeu, effectivement, de se permettre de faire des choses un peu extraordinaires. Mais ça, c'est parce qu'elles le veulent bien. D'accord ?
Après, en tous les cas, en tant qu'hypnothérapeute à visée ericksonienne, on ne fait pas faire chez des personnes qui ne veulent pas le faire, on ne fait pas effectivement de l'hypnose. Par contre, il est bien évident pour faire de l'hypnose, il va falloir, formel, hein, je parle cette fois, il va falloir travailler notamment sur les envies, les motivations de vos patients. En clair, quand la personne va me demander de faire une séance d'hypnose, il faut quand même qu'elle soit intéressée, motivée, etc. Et c'est là qu'il va falloir effectivement un peu être factuel, c'est-à-dire bien expliquer aux patients en fait, que ça n'a rien de magique. Alors, je vais prendre un exemple très, très parlant qu'on ne va pas voir forcément en formation, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais ça va être par exemple des personnes qui vont me dire « Moi, je veux arrêter de fumer. » Ok, d'accord, très bien. Mais par contre, pour arrêter de fumer, ce n'est pas claquer des doigts et c'est arrêter de fumer. D'accord. Ça pourrait se faire sur de l'hypnose de saturation, mais ça ne va pas durer très longtemps, donc ça ne va pas être efficace. Donc, il y a différents aspects qui vont faire qu'on va permettre à une personne d'arrêter de fumer, par exemple. Et donc, c'est ce qu'on verra aussi pour la douleur, que l'on verra dans notre formation avec Actif, pour la douleur, pour la prise en charge, pour la communication avec ces vos personnes vulnérables, par exemple. Hop là. Hop, excusez-moi. Ensuite, pam. Alors, peut-on faire de l'hypnose avec une personne psychotique Mathilde alors, non, Mathilde, effectivement, il y a effectivement des contre-indications à l'hypnose. On ne fait pas d'hypnose sur une personne qui est déjà dissociée. Ça, c'est quelque chose qui va être effectivement fondamental. Alors, quand je dis personne dissociée, c'est pour ne pas renforcer cet état dissociatif. D'accord. Donc, effectivement, ça, je ne vais pas vous demander de faire de l'hypnose avec des personnes dissociées. En revanche, il y a d'autres possibilités qui vont être plutôt à type de relaxation. Et là, c'est juste comment est-ce qu'on amène chez une personne psychotique, par exemple, à amener à se relâcher. Et là, ça va être ce qu'on va voir effectivement en formation tout au long de ces 3 jours de formation. Mais sinon, en hypnose formelle, c'est très compliqué. Et bien sûr, on n'a pas effectivement la possibilité de faire ça chez les psychotiques. J'espère avoir répondu à ta question, Mathilde. Ensuite, hop. Excusez-moi, je lis en même temps les questions. Bonjour, je suis chef de service santé au sein de l'Institut médico-légal. Nous faisons beaucoup d'habituation aux soins quand nous consacrons les enfants, ados et jeunes adultes atteints principalement de troubles du spectre autistique. Ok. Comment inclure l'hypnose des personnes non verbales? Alors là, c'est effectivement tous les bénéfices de cette formation, Émilie. C'est effectivement chez les personnes effectivement que vous accueillez atteintes de troubles autistiques, c'est la manière dont on va effectivement communiquer, et non peut-être pas par le verbal, etc., mais peut-être par des manières de manière un petit peu plus détournée. On fera effectivement ce fameux mirroring, par exemple, de telle sorte qu'on puisse effectivement leur proposer des situations où la personne va pouvoir s'identifier, va pouvoir faire cet effet mirroring, et qu'on puisse ensuite lui proposer quelque chose de beaucoup plus confortable pour lui. Alors attention, je ne vais pas non plus vous vendre du rêve en disant, en faisant la formation, à coup sûr, tous vos patients n'auront plus de troubles, etc. Mais par contre, sur des courts laps de temps, vous allez pouvoir inclure dans la journée, par des moments un peu particuliers, etc., inclure des petites séquences qui vont faire que ça va apaiser. Ça va pas tout révolutionner, je ne veux pas vous vendre du rêve non plus, mais par contre, ça va apaiser par certains moments des tensions, des angoisses, etc. Donc, c'est des outils, en fait, il faut imaginer l'hypnose comme étant un outil complémentaire à votre profession, en fait, de telle sorte que vous puissiez l'utiliser. Ça va être un outil, ça va être l'hypnose, mais ça peut être d'autres outils. Alors, je ne sais pas, je sais que dans certains établissements, parce qu'il y a quand même pas mal de professionnels de santé avec nous là aujourd'hui, dans certains établissements, il y a le Snozelen, par exemple. Donc, par exemple, les pièces de Snozelen, je propose effectivement aux personnes qui viennent se former d'utiliser l'environnement Snozelen pour amplifier des fameux wagons, du coup, pour amplifier une suggestion hypnotique. Alors, Émilie, j'espère que j'ai quand même répondu à ta question, mais n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'approfondir des interrogations. Je suis là, bien évidemment, pour y répondre. Alors, Soraya me demande, peut-on faire des formations même si nous ne travaillons pas dans le domaine de la santé, ni médicale, ni si le cadre est orientation, changement, carrière, si on peut, voilà, ok. Alors ça, il faut voir effectivement avec Active Formation. Là, je ne peux pas, Soraya, malheureusement, répondre à ta question tout de suite. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Sachez en tous les cas que pour ma part, je travaille avec Active sur le domaine médico-social, sanitaire et social, mais en tous les cas, Active propose d'autres interventions, notamment dans l'hypnose médicale en application avec la santé au travail.
Il y a aussi d'autres modules pour ça. Et il y a un autre module qui s'appelle module 2, atelier pratique, donc expérimenter l'hypnose conversationnelle pour optimiser vos entretiens complexes en santé au travail. Donc ça, c'est un autre module qui est réalisé effectivement par le docteur Nicolas, si je ne m'abuse, et qui effectivement amène d'autres choses, mais plus spécifiques à la santé au travail. Voilà, moi je m'occupe plus du secteur médico-social, sanitaire et social. Une autre question, y a-t-il des contre-indications à l'hypnose? Alors, il n'y a pas forcément de contre-indications à l'hypnose, mais en revanche, il y a effectivement des contre-indications, comme j'expliquais précédemment, pour les personnes qui sont atteintes en fait de troubles psychotiques. Voilà, ça c'est effectivement, mais ça c'est vu en formation. Bien sûr, on vous dit comment faire pour travailler avec des personnes atteintes de troubles autistiques, etc. On vous explique un petit peu justement qu'est-ce qu'il est possible de faire. Parce qu'on peut quand même malgré tout faire des choses. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, on reste les bras croisés. Absolument pas. Ça veut dire qu'on ne fait pas de l'hypnose formelle comme en cabinet où on s'installe et on va travailler comme ça. On va faire que de l'hypnose conversationnelle. Alors, quand je dis hypnose conversationnelle, excusez-moi, je pars un peu vite, hein, mais hypnose conversationnelle, parce que j'ai envie de dire un maximum de choses, il me reste encore, je crois, 10 minutes. Mais ça veut dire simplement que dans cette hypnose conversationnelle, on va soit développer un discours particulier, soit on va effectivement juste faire des techniques de toucher, de massage, etc., en incluant quelques sensorialités particulières liées à l'hypnose, bien sûr. Ça va être aussi comment je peux dire, des effets, en fait, beaucoup plus... je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, là, tout de suite, je ne sais pas comment expliquer, bien sûr que je sais expliquer, mais l'idée, c'est effectivement de vous permettre, en tous les cas, d'avoir suffisamment d'outils, en clair, pour pouvoir intervenir auprès de vos personnes vulnérables et afin de leur apporter des réponses adaptées à chaque situation. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, en fait, vous permettre de vous adapter à chaque situation. C'est-à-dire que le but de la formation, et par le biais des exercices que nous réalisons, c'est de ne pas vous laisser, en fait, décontenancer par des situations un peu compliquées, etc., parce qu'on ne pourra pas tout voir dans la formation. Mais en revanche, l'idée, c'est que vous puissiez effectivement avoir suffisamment d'outils pour vous adapter à chaque situation qui pourrait être effectivement un petit peu complexe par moment. Voilà. Hop. Peut-on aider des patients atteints de problèmes cardiaques type arythmie? Alors, il y a des choses qui se font. Là, je ne pourrais pas te répondre, Soraya, pardon, sur les troubles de l'arythmie. Il y a effectivement des choses. C'est-à-dire que quand on fait des suggestions hypnotiques, on va effectivement proposer des choses de telle sorte qu'on puisse ralentir, par exemple, le cœur. C'est tout à fait possible. Je vous prends juste l'expérience, je regarde en même temps l'heure, c'est bon, juste l'expérience d'une intervention chirurgicale pour un lifting. D'accord, on a vu ça en formation. Et donc, la personne qui se fait opérer donc, est sédatée, bien sûr, elle a une perfusion. Et en même temps, donc, on lui délivre un discours hypnotique. Et au moment où le chirurgien est censé ouvrir, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait le lifting et je ne sais pas voilà, comment ça marche trop, mais en tous les cas, au moment où il ouvre, si vous voulez, il ouvre le bistouri électrique et il informe, il fait un signe à l'hypnothérapeute qui guide le patient, que là, effectivement, c'est le moment où ça doit saigner, donc de faire une suggestion de telle sorte qu'il y ait une vasoconstriction. Donc, la suggestion était, par exemple, de se promener sur un espace où effectivement la personne suit une rivière qui va se transformer, qui va devenir de plus en plus petite, de plus en plus étroite, de telle sorte que ça devienne comme un ruisseau, de plus en plus petit, etc. Donc là, je fais vite, bien sûr, mais l'idée, si vous voulez, c'était de réduire de la rivière, ça passe au ruisseau et jusqu'à un petit filet d'eau qui passe. Et effectivement, on s'aperçoit sur la vidéo que, par exemple, les vaisseaux sanguins coagulent rapidement, se font une vasoconstriction, se resserrent donc, et de ce fait-là, le chirurgien n'a pas besoin d'utiliser énormément le bistouri électrique. Donc, pour répondre à ta question, Soraya, c'est effectivement qu'on peut faire des propositions, d'accord? Alors, on va associer effectivement des propositions, des suggestions hypnotiques, mais on va pouvoir travailler en parallèle avec ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, etc. Donc, tout ça, voilà, ça fait partie des compléments. Moi, je vais vous parler de la cohérence cardiaque, voilà, d'autres choses, bien sûr, en parallèle de la formation hypnose, mais ce sont ces fameux outils, c'est votre boîte à outils dans laquelle vous allez pouvoir puiser pour pouvoir traiter certaines choses. Après, attention, je ne lève jamais le côté médical. Il y a un médecin et on en réfère toujours au médecin. On peut faire des propositions, on observe, on voit, on constate et on fait un retour au médecin toujours. On fait l'hypnose, c'est pas un traitement médicamenteux, là, un traitement à proprement parler. Hein. Est-ce que nous pouvons utiliser l'hypnose auprès des enfants? Bien sûr. Ah non, on peut utiliser l'hypnose auprès des enfants. C'est quelque chose qui marche très, très bien. 7 ans, ça, c'est fabuleux. On y va. On raconte beaucoup d'histoires. Moi, je l'ai fait à titre personnel chez ma fille, etc. Donc, c'était fabuleux. On co-construit une séance d'hypnose, mais ça, vous allez l'apprendre pendant la formation. On co-construit une séance d'hypnose avec l'enfant, notamment. Et là, effectivement, le discours hypnotique est
Alors là, on y va, on est dans l'imaginaire. Et l'hypnose, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'imaginaire. Et c'est ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que là, il n'y a pas de limite, on peut se laisser aller complètement, etc. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et à partir de quel âge on peut faire ça à tous les âges, que ce soit un enfant, par le massage, par le bercement, etc. Ça fait partie des techniques hypnotiques. Mais on va dire que le max de l'utilisation de l'hypnose, 7 ans, c'est le top pour effectivement faire des séances d'hypnose. C'est fabuleux pour ça. L'idée, c'est vraiment de se lâcher de telle sorte que dans cet imaginaire que les enfants n'ont pas de limite, du coup, les suggestions hypnotiques peuvent effectivement prendre toutes les formes. Ça, c'est assez extraordinaire. Je vous dis, moi, je l'ai utilisé pour ma fille, etc. On a construit une séance d'hypnose ensemble. Au lieu de prendre un livre le soir, on a raconté une histoire. Moi, j'avais un objectif, je savais où je voulais aller, et on a fait la guidance, etc. Voilà. Alors, ça n'a pas été magique, hein. Attention, je répète, l'hypnose, c'est rien de magique, hein. C'est très protocolisé, c'est formel. Mais du coup, le premier soir, nickel, hop, il a fallu refaire une petite séance et on a réadapté le truc et ça s'est très très bien passé. Donc vraiment, allez-y. L'idée par rapport à l'hypnose, c'est vraiment d'y aller. Il faut se lancer, il faut faire parce que c'est en faisant en fait qu'on voit les choses évoluer et qu'on se réadapte, qu'on réajuste, etc. Ensuite, est-il possible de faire de l'hypnose avec des personnes qui ont du mal à lâcher prise? Oui, oui, il est tout à fait possible de faire de l'hypnose. Je vous ai dit, c'est tout à fait possible. On peut effectivement, Clément, faire de l'hypnose chez les personnes qui ont lâché prise. Et l'idée derrière, c'est effectivement d'utiliser cette résistance. D'accord? Je vais prendre un exemple à titre perso, enfin pas à titre perso, mais que j'ai vu en séance formelle au cabinet. Une personne qui vient me voir, il me dit, mais moi, Stéphane, je ne peux pas me lâcher prise, je ne sais pas faire, etc. Je viens sur les conseils de mon médecin, mais vraiment, je ne sais pas lâcher prise. Donc, j'ai utilisé une pièce de 1 euro que je lui ai donnée. Et je lui ai dit, maintenant, vous allez tenir la pièce et on va faire une séance d'hypnose ensemble. Enfin, en fait, je ne vais même pas faire une séance d'hypnose, on va juste discuter, si vous voulez. Donc, on a fait de l'hypnose conversationnelle. Et je lui ai demandé simplement de tenir. Donc, elle n'était pas dans le lâcher prise, elle avait une tâche à réaliser. D'accord? Donc, on a utilisé cette technique en switch un petit peu le truc. Et donc, du coup, elle avait une tâche à réaliser. Et je lui avais en plus enlevé la résistance en disant, bon, écoutez, j'ai compris, on ne va pas faire d'hypnose, etc. Donc, elle a regardé la pièce. Et pendant qu'elle regardait la pièce, parce que je lui disais surtout, la seule chose que je vous demande, c'est que cette pièce ne tremble pas, ne tombe pas, rien du tout. Je veux juste effectivement que vous teniez la pièce pendant la demi-heure où on va discuter ensemble. Et donc, elle a regardé cette pièce. Et parce que vous avez compris maintenant qu'elle était avec une induction visuelle, et kinesthésique, puisqu'elle avait ce fameux pincement des doigts, elle était effectivement en pleine séance, elle était en tous les cas dissociée, elle était en pleine induction hypnotique, et de là, on a pu parler, etc. Mais on n'a fait que parler, mais ça lui a permis d'aller retrouver dans ses ressources ces fameuses ressources, ces solutions personnelles qui lui ont permis de trouver la solution à la problématique pour laquelle elle était venue me rencontrer. Donc oui, c'est possible de faire de l'hypnose chez des personnes qui ont des résistances. Le live est coupé. Non, vous pouvez le rafraîchir, Valérie. Ok, ça marche. Parfait. Ensuite, la voix est-elle importante? Magali me demande si la voix est importante. Alors, la voix, c'est quelque chose de particulier. Là, quand je vous ai fait l'expérience hypnotique, j'avoue qu'on prend une voix qui se fait naturellement. Il ne faut pas chercher à travailler sa voix, mais ça paraît, on fait suffisamment d'exercices dans la formation pour pouvoir réadapter, etc. Mais la voix, on n'y pense même pas, en fait. C'est-à-dire que c'est parce que vous vous trouvez vous-même en auto-hypnose qu'il y a un relâchement au niveau des muscles, des cordes vocales notamment, et que votre voix parle posément. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir faire des pauses, etc. Mais ça, c'est tout ce qu'on va apprendre en formation, hein, de faire des pauses, d'effectivement respirer tranquillement, de valider ce qu'on observe chez le patient, etc., en face de vous, pour pouvoir, mais ça, c'est un hypnose formel, hein, de valider ce qu'on voit chez le patient en face de vous, etc., pour pouvoir effectivement ancrer, amplifier la séance d'hypnose et avec des suggestions hypnotiques, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelle des suggestions post-hypnotiques. En tous les cas, la voix, il ne faut pas que vous soyez, en tous les cas, acté sur la voix parce que c'est vraiment pas. Ça se fait tout seul en clair. Voilà, de manière très, très rapide. Hop là, ok. Puis-je en fin de formation utiliser ce que j'ai appris pour arrêter de fumer à titre personnel? Alors, je vous ai dit en formation, on ne fait pas quelque chose de personnel parce que ça peut des fois provoquer des lâchers-prises qui se font, qu'on n'a pas besoin, si vous voulez, de connaître le trouble psychologique qui a fait que vous êtes mis à fumer, etc. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'en formation, on ne traite pas de dossier personnel. Voilà. Mais par contre, vous avez tout à fait, suite à l'acquisition de l'apprentissage de l'auto-hypnose, la possibilité de pouvoir effectivement faire vos propres suggestions d'auto-hypnose. Et ça, je vous laisserai faire, enfin, je vous expliquerai le déroulé, mais ça, vous ferez ce que vous voulez, parce que vous aurez appris la technique et donc, du coup, vous aurez la possibilité de réitérer des séances d'hypnose à titre personnel, d'accord, pour pouvoir en fait vous auto-suggérer que le tabac, c'est pas bon. Voilà. Mais ça, après, c'est vraiment très personnel. Donc voilà.
Audrey, 15h05, s'il te plaît. Alors, Audrey, qu'est-ce qu'il y avait, Audrey? Excusez-moi. Audrey, j'ai suivi 2 formations à l'actif sophrologie complétées par un travail personnel en auto-formation sur le travail de Milton Erickson. J'utilise l'ensemble de ces techniques quotidiennes dans mon activité pro et perso. Pensez-vous que cette formation puisse m'apporter de nouvelles compétences? Alors, oui, forcément, on apprend toujours en formation. Et puis, en plus, il y a un échange en formation. Donc, Audrey, si vous avez des techniques, etc., moi, je suis toujours preneur. Je fais participer aussi les personnes qui ont des formations, sophro, kinésio, etc., pour pouvoir compléter. Et j'explique un petit peu justement ce qu'est la formation. Je suis désolé, ça va couper. Hop, je suis désolé parce que, voilà, apparemment le timing est passé, mais Audrey, oui, tout à fait. Bonne continuation à tous. Je pense que le timing est fait. Alors, je ne sais pas si c'est coupé ou pas. Hop. Je ne sais pas trop si ça marche ou pas encore, mais bon. Alors, sinon, Audrey, bien sûr, tu peux participer à la formation. On aura échangé et on construira peut-être cette formation ensemble. Mais en tous les cas, tu auras forcément des trucs à apprendre liés en fait à la sophrologie. Parce que la relaxation, pour moi, la relaxation, sophro, hypnose, etc., ça ressemble beaucoup en termes d'apprentissage sur la relaxation et la sophro, et l'hypnose. Mais après, voilà, il y a toujours des choses à apprendre. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, à Actif, à Raphaël, pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions sur l'organisation de la formation. Je vous souhaite une belle journée. J'espère vous avoir motivé en tous les cas à participer à des formations sur l'hypnose et je vous souhaite de vous rencontrer, bien sûr, sur nos formations très rapidement. Merci, à bientôt. Au revoir.